pour l'accueil ce matin. Merci aussi évidemment à la Fondation du Barreau pour son soutien continu et répété. J'ai eu la chance d'en bénéficier à quelques reprises, notamment pour le projet sur les clauses abusives des contrats de construction, dont je vais vous présenter plus en détail les résultats ce matin. Donc, vous l'avez entendu, je m'intéresse au droit de la construction et plus spécifiquement aux rapports contractuels dans l'industrie de la construction. Je m'intéresse principalement à l'exécution des contrats de construction dans un contexte de grand chantier. Donc, ce matin, je ne vais pas vous parler de construction résidentielle. Dans le secteur de la construction résidentielle, le processus de formation des contrats est différent, le rapport de force est différent. Donc, je mets de côté pour ce matin la construction résidentielle pour traiter davantage des contrats de construction, qu'ils soient publics ou privés. Donc, autant les contrats de construction dans le secteur industriel, commercial ou institutionnel. Donc, les contrats d'une certaine ampleur qui sont principalement octroyés suivant un processus d'appel d'offres. Je vais y revenir tantôt. Et donc, je m'intéresse au droit de la construction principalement pour essayer d'améliorer le régime juridique actuel pour que le régime soit plus juste, pour que les rapports contractuels sur les chantiers soient plus harmonieux. Vous le savez sûrement, là, l'industrie de la construction, c'est une industrie qui est souvent perçue comme étant litigieuse. Plusieurs chantiers vont donner lieu à des réclamations et par la suite, donc, à des litiges devant les tribunaux. Donc, mes projets de recherche sont toujours dirigés vers l'amélioration du régime juridique pour favoriser des rapports des rapports contractuels plus justes, plus harmonieux. Et c'est donc dans ce contexte-là que j'ai été amenée à m'intéresser aux clauses abusives des contrats de construction. Et il faut savoir que la question des clauses abusives soulève un intérêt accru ou un intérêt renouvelé au cours des dernières années parce que plusieurs études ont démontré une baisse de l'intérêt des entrepreneurs face aux contrats de construction, principalement face aux contrats publics de construction. Je réfère notamment à une étude qui a été rendue publique en 2021, qui a été réalisée par la firme Raymond Chabot et qui a permis de sonder plusieurs entrepreneurs. C'est vraiment une étude de grande portée qui a permis de sonder plusieurs entrepreneurs du secteur de la construction, mais aussi plusieurs professionnels. Et donc, il est venu confirmer effectivement qu'au cours des dernières années, il y a au moins 38% des entrepreneurs qui sont moins intéressés qu'ils l'étaient auparavant à obtenir des contrats publics de construction. Et la même étude révèle que 72% des entrepreneurs se permettent de choisir les contrats, les donneurs d'ouvrage en fonction des conditions qu'ils offrent. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'un des principaux irritants qui est soulevé par les entrepreneurs, c'est la présence de clauses abusives, ou du moins de ce qu'ils considèrent être des clauses abusives dans les contrats de construction. Évidemment, c'est pas le seul élément qui explique leur baisse d'intérêt. Les entrepreneurs soulèvent aussi des modalités de paiement mal adaptées, des enjeux en lien avec les processus d'appel d'offres. Mais la présence de clauses abusives explique en partie pourquoi les entrepreneurs se permettent d'écarter, de ne pas soumissionner pour l'obtention de certains contrats de construction. Et parmi les clauses que les entrepreneurs jugent peu attrayantes, pour reprendre leurs mots, ou abusives, on retrouve d'abord les clauses qui portent sur le transfert de risque, donc les clauses de transfert de risque qu'ils disent non liées à la responsabilité de chaque intervenant, non compensables financièrement, ou encore des clauses qui portent sur le transfert de risques qui sont imprévisibles. Les entrepreneurs critiquent ou soulèvent des préoccupations aussi envers les clauses pénales qui imposent des pénalités en proportion du prix du contrat sans tenir compte des dommages réellement subis par le donneur d'ouvrage. Et finalement, ils critiquent les clauses qui exigent des entrepreneurs qu'ils s'engagent pour un prix forfaitaire
à un moment où les conditions de réalisation des travaux n'ont pas encore nécessairement été bien définies. Donc, les entrepreneurs principalement se plaignent ou trouvent injuste ou inadéquate la répartition des risques des contrats de construction qui leur sont offerts. Ils se plaignent de devoir assumer des risques liés à des conditions imprévisibles ou des conditions qu'ils ne contrôlent pas. Ils critiquent, ils contestent l'imposition de pénalités qui sont trop lourdes qui viennent donc accentuer les risques liés à des retards d'exécution des travaux. Et ils dénoncent aussi qu'on leur transfère des risques liés aux modifications de la portée des travaux ou encore des conditions de réalisation des travaux. Et il faut voir que le fait que les contrats de construction contiennent des clauses abusives, ben c'est pas désavantageux seulement pour les entrepreneurs. Dans le contexte actuel où on a une industrie de la construction qui est en pleine effervescence, plusieurs projets de construction qui ont lieu en même temps, donc un secteur qui est très, très actif, mais la question des clauses abusives va pas concerner seulement la protection des intérêts individuels des entrepreneurs. Dans un marché qui est particulièrement propice aux entrepreneurs, là, favorable aux entrepreneurs, comme c'est le cas maintenant en raison de la grande variété de projets qui sont démarrés en même temps. La présence de clauses abusives peut s'avérer préjudiciable pour l'ensemble de la société qui est appelée à payer plus cher pour des travaux de construction publique. Si les clauses ou les termes contractuels de ces contrats font diminuer le nombre de soumissionnaires qui participent aux appels d'offres publics, bien, inévitablement, ça a un impact sur l'augmentation des coûts des projets. La baisse de la concurrence va pas inciter les entrepreneurs à soumissionner au plus bas prix possible et les entrepreneurs vont avoir tendance évidemment à augmenter leurs prix pour tenir compte des risques qu'on cherche à leur transférer. Et dans les nombreuses études que j'ai pu consulter, les pistes de solutions qui sont mises de l'avant, on fait souvent appel à la bonne volonté des donneurs d'ouvrage pour retirer certaines clauses qui sont considérées comme abusives par les entrepreneurs. Donc, les donneurs d'ouvrage sont enjoints à rédiger des appels d'offres qui sont plus équitables, plus attrayants pour les soumissionnaires. Je fais ici juste une mini pause là pour dire que, évidemment, les donneurs d'ouvrages publics qui incluent certaines clauses de transfert de risque ou des clauses pénales dans les contrats de construction, c'est évidemment pas parce qu'ils sont abusifs ou qu'ils veulent être abusifs. Hein. C'est toujours dans un objectif de bien gérer les fonds publics, de s'assurer d'une saine gestion des fonds publics. Mais en voulant trop protéger parfois les fonds publics, on se retrouve à mettre un fardeau trop lourd sur les épaules des entrepreneurs qui, par la suite, peut se répercuter en une augmentation des coûts d'exécution des travaux. Donc, évidemment, on peut faire appel à la bonne volonté des donneurs d'ouvrage pour qu'ils révisent les termes contractuels. Moi, ce que je trouve malheureux, c'est que la jurisprudence est pas réellement en mesure de guider les rédacteurs des contrats de construction pour leur indiquer, leur pointer les clauses qui pourraient être potentiellement abusives et donc qui devraient être retirées des contrats de construction. Pourtant, les tribunaux ont le pouvoir d'annuler les clauses abusives des contrats d'adhésion. C'est l'article 1437 du Code civil du Québec qui le permet, que vous avez à l'écran en ce moment. Je vais y revenir tout au long de ma présentation. Donc, les tribunaux pourraient contribuer à assainir davantage les contrats de construction des clauses abusives qu'ils peuvent contenir. Mais malheureusement, il y a seulement certaines décisions très limitées
qui se sont penchés sur le caractère abusif des termes contractuels des contrats de construction. Et donc, ça permet pas de dégager des lignes directrices, d'influencer réellement la rédaction des contrats de construction. Puis, on sent aussi une certaine réticence des tribunaux à intervenir. Ils vont souvent se contenter de déplorer la rédaction des termes contractuels par le donneur d'ouvrage, mais sans nécessairement intervenir et sans même vérifier si les termes sont justifiés, raisonnables. Pourtant, la Cour d'appel en 1999, dans la décision Janin, que certains d'entre vous connaissent sûrement, là, la décision régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie contre Janin, une décision de la Cour d'appel rendue en 1999, écrite par la juge Thérèse Rousseau-Hull, qui était une ancienne professeure de l'Université Laval, spécialiste du droit de la construction. Donc, en 1999, elle rend une décision où elle confirme que les contrats de construction octroyés suivant un processus d'appel d'offres sont des contrats d'adhésion. Et dans cette décision-là, dans la décision Janin, la Cour d'appel va écarter une clause qui est jugée abusive. C'est une clause d'exonération de responsabilité qui écartait la responsabilité du donneur d'ouvrage qui transmettait des informations inexactes ou incomplètes. Donc, on aurait pu penser que cette décision-là, rendue il y a déjà 25 ans, donne une impulsion aux tribunaux, les amène à sonder davantage le caractère raisonnable des termes contractuels, mais force est de constater que 25 ans plus tard, on peine encore à identifier les clauses abusives des contrats de construction. Et donc, le projet que j'ai mené, qui a eu avec le soutien financier de la Fondation du Barreau, avait pour objectif de faciliter l'identification des clauses abusives des contrats de construction, principalement dans un contexte de grands chantiers, qui sont parfois des contrats publics, mais pas nécessairement. Là. Donc, je vise vraiment tous les contrats de construction, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Aujourd'hui, ma présentation va se diviser en deux parties. Je vais revenir d'abord sur la question du contrat d'adhésion, puisque c'est uniquement en présence d'un contrat d'adhésion que le tribunal peut intervenir pour écarter les clauses abusives. Et je vais ensuite vous présenter certaines catégories de clauses qui peuvent être potentiellement abusives dans le contexte d'un contrat de construction. Et je vais ensuite vérifier ou de façon sous-jacente, je vais chercher à déterminer si la protection contre les clauses abusives peut permettre de répondre aux préoccupations des entrepreneurs. Évidemment, je voudrais vous dire beaucoup d'informations ce matin. J'aurai pas le temps de vous donner l'entièreté des résultats de ma recherche, mais je veux vous dire qu'un article va être publié prochainement au Cahier de droit et qui va contenir évidemment l'ensemble des références. Et je veux vous dire un mot aussi sur la méthodologie. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour identifier ces clauses potentiellement abusives, bien évidemment, j'ai répertorié, analysé l'ensemble des décisions rendues au Québec, mais en regardant aussi un petit peu ailleurs au Canada. Donc, l'ensemble des décisions qui se sont penchées sur le caractère abusif des clauses contractuelles, des contrats de construction, mais comme c'était un corpus quand même assez limité, j'ai aussi poursuivi mon analyse en étudiant les décisions relatives à des contrats connexes, donc des contrats qui peuvent présenter des similitudes avec le contrat de construction. Et j'ai aussi étudié énormément la jurisprudence québécoise en droit de la construction pour mieux saisir la nature particulière des contrats de construction et donc être ensuite en mesure d'identifier les clauses contractuelles qui peuvent avoir pour effet de dénaturer les contrats de construction. Donc, je vous disais, la protection contre les clauses abusives, elle n'est disponible que pour les adhérents, donc seulement en présence d'un contrat d'adhésion. Et le contrat d'adhésion, il est défini au Code civil du Québec par le contrat dont les stipulations essentielles sont imposées par l'une des parties, le stipulant, ou encore rédigées
pour elles, suivant ces instructions, et lorsqu'elles ne peuvent être librement discutées. Donc, et puis on voit aussi que tout contrat qui n'est pas d'adhésion est un contrat de gré à gré, là, donc il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Et on voit que ce qui distingue vraiment le contrat d'adhésion, c'est le fait que on retire à l'un des contractants la possibilité de déterminer le contenu contractuel. Oui, pour les contrats de construction, la plupart sont octroyés suivant un processus d'appel d'offres. Pour les contrats de construction publique, l'appel d'offres public, c'est la règle, c'est prévu par la loi sur les contrats des organismes publics et la réglementation applicable qui découle là, de la loi. Pour les contrats de construction accordés par des entreprises privées, donc des entreprises, par exemple, qui font construire une nouvelle usine ou qui démarrent un nouveau projet, bien, pour les contrats de construction privés, ils sont aussi bien souvent octroyés suivant un processus d'appel d'offres. C'est les règles de gouvernance interne des entreprises qui vont le prévoir habituellement. Donc, la plupart des contrats de construction sont octroyés suivant un processus d'appel d'offres. Et la plupart de ces contrats octroyés suivant un processus d'appel d'offres sont des contrats d'adhésion. On va le voir en détail, là, mais ils sont des contrats d'adhésion parce que le contenu contractuel est déterminé unilatéralement pour le donneur d'ouvrage. Et les contrats de construction sont des contrats d'adhésion, bien souvent, sans égard à la question de l'inégalité des contractants et sans égard aussi à la liberté subsidiaire dont peut bénéficier l'entrepreneur. Donc, si on reprend tout ça un peu plus lentement, de façon un peu plus digeste, un contrat d'adhésion est donc caractérisé par la détermination unilatérale du contenu contractuel par l'une des parties. Donc, un contrat est d'adhésion lorsque l'une des parties, l'adhérent, va perdre sa faculté de négocier librement les termes du contrat. La définition qu'on a vue, donc à l'article 1379 du Code civil du Québec, la définition réfère à l'absence de discussion. Mais évidemment, le terme discussion doit vraiment être entendu comme référent à des négociations. C'est pas suffisant pour qu'un contrat soit qualifié de gré à gré. C'est pas suffisant que les termes contractuels aient été présentés, discutés, expliqués à l'adhérent. C'est pas suffisant qu'ils aient fait l'objet d'échanges. Il faut absolument que le contenu contractuel soit négociable. Si le contenu contractuel n'est pas négociable, le contrat doit être qualifié de contrat d'adhésion. Et c'est important de rappeler aussi que la conception contemporaine là, du contrat d'adhésion repose vraiment sur l'absence de négociabilité, non pas sur l'absence de négociation. Évidemment, les mesures protectrices visent pas à protéger un contractant insouciant qui aurait pu négocier et qui ne l'a pas fait. Le contrat est d'adhésion vraiment seulement si les termes sont non négociables à prendre ou à laisser. Il y a plus encore parce que la faculté de négociation, elle doit aussi être significative, c'est-à-dire qu'elle doit porter, pour reprendre les termes du code, sur les stipulations essentielles du contrat, donc sur l'ensemble des stipulations contractuelles normatives importantes. Et l'expression stipulation essentielle est aussi souvent entendue comme référant à l'essentiel des stipulations, c'est-à-dire que même si certains aspects mineurs du contrat ont pu faire l'objet de discussions, de négociations, le contrat va quand même être qualifié de contrat d'adhésion si la majorité des clauses sont imposées à l'adhérent. Et donc, si on applique ces différents critères-là, bien évidemment, on s'aperçoit que pour le contrat de construction qui est octroyé suivant un processus d'appel d'offres, bien, le donneur d'ouvrage, il rédige, il élabore unilatéralement les documents contractuels qui sont ensuite imposés
aux soumissionnaires. Donc, dans la décision Janin dont je vous parlais tantôt, la Cour d'appel est venue renverser la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code civil du Québec et elle a confirmé que les contrats de construction octroyés suivant un processus d'appel d'offres correspondent à la définition du contrat d'adhésion, puisque l'élaboration des documents contractuels demeure, la plupart du temps, l'œuvre unilatérale du donneur d'ouvrage qui va ensuite les imposer aux soumissionnaires. Et c'est une idée là, qui a été répétée à plusieurs reprises dans la jurisprudence subséquente. Je me permets de faire remarquer aussi que la libre discussion des stipulations contractuelles serait incompatible avec la procédure même d'appel d'offres. Si on recourt à un appel d'offres, c'est pour remplacer la négociation par la concurrence. Donc, l'idée d'un processus d'appel d'offres, c'est vraiment d'avoir un mécanisme qui est transparent, qui est uniforme, qui donne une chance égale à tous les entrepreneurs de soumissionner et d'obtenir le contrat. Donc, l'absence de possibilité de négocier individuellement les termes contractuels s'avère nécessaire pour assurer l'intégrité même du processus d'appel d'offres et aussi pour assurer son efficacité commerciale. Là, il faut absolument que tous les soumissionnaires soient traités de la même façon. Ceci dit, je vois que personne lève la main ou pose une question, mais souvent quand je présente cet aspect-là, on me fait remarquer, avec raison, que plusieurs mécanismes d'appel d'offres prévoient une possibilité pour les entrepreneurs de formuler par écrit des observations, des questions, des commentaires. Donc, dans les documents d'appel d'offres, souvent dans les instructions aux soumissionnaires, on retrouve une procédure qui permet aux entrepreneurs soumissionnaires de faire valoir leurs commentaires, donc de tenter d'influencer le contenu des contrats, des termes contractuels. Ceci dit, effectivement, là, c'est un mécanisme qui est intéressant, mais qui ne confère pas une vraie possibilité pour l'entrepreneur de réellement négocier l'ensemble du contenu contractuel. Ça permet tout simplement à l'entrepreneur de se prononcer sur des éléments particulièrement problématiques ou encore de soulever certaines incohérences, mais c'est pas un vrai processus de négociation. Il n'y a jamais de discussion direct entre le donneur d'ouvrage et les entrepreneurs. Et aussi, un autre élément qu'on soulève souvent, c'est de dire, ben oui, le donneur d'ouvrage peut imposer le contenu contractuel normatif, mais l'entrepreneur, lui, c'est lui qui détermine le prix. Donc, il y a quand même une stipulation essentielle, le prix du contrat, qui est déterminé par l'entrepreneur. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'il faut absolument que la faculté de négociation, elle soit significative, qu'elle porte sur la majorité des stipulations essentielles. Donc, même si un élément, le prix, est déterminé par l'entrepreneur, ça ne devrait pas être suffisant pour écarter la qualification de contrat d'adhésion. Et en jurisprudence, ce qu'on retrouve souvent dans les décisions qui vont dire le contrat d'entreprise octroyé par suivant un processus d'appel d'offres et pas un contrat d'adhésion, un argument qui revient souvent, c'est la question que les parties ne sont pas dans une position inégalitaire. Donc, on regarde le rapport de force entre le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur et on dit l'entrepreneur ne devrait pas être considéré comme un adhérent parce qu'il n'est pas un contractant vulnérable face à son co-contractant. Évidemment, le critère de l'inégalité des contractants, c'est un critère qui a été écarté par le législateur. On le voit pas du tout à l'article 1379 du Code. C'est un critère aussi qui a été écarté par la Cour d'appel dans l'arrêt Janin. Donc, elle vient confirmer que l'inégalité des parties ne constitue plus une condition, un critère en lien avec le contrat d'adhésion. Mais malgré tout, on retrouve encore plusieurs décisions, principalement des décisions de la Cour supérieure, qui vont dire
le contrat de construction n'est pas un contrat d'adhésion en raison de l'absence d'inégalité entre les parties. Et il faut savoir aussi qu'il y a une part de la doctrine juridique qui continue de critiquer la décision Janin, justement en disant que le critère de l'inégalité des parties n'aurait pas dû être écarté par le législateur et qu'il continue quand même d'imprégner les règles applicables. Et on retrouve aussi, évidemment, dans plusieurs décisions qui portent sur le contrat d'adhésion, on met souvent de l'avant le déséquilibre entre les forces des parties. Ce que je veux faire remarquer ici, c'est que c'est pas seulement la force supérieure, donc la force économique ou la force technique, qui permet à un contractant d'imposer les termes contractuels à son co-contractant. En matière d'appel d'offres, c'est le processus même de formation du contrat qui permet à l'un des contractants de dicter le contenu contractuel à son co-contractant. Mais en revanche, l'absence de possibilité de discuter librement les stipulations du contrat va forcément entraîner une inégalité entre les contractants. Donc, je pense que c'est encore possible de dire que l'inégalité des parties est à la base du contrat d'adhésion, mais il faut admettre que l'inégalité ne provient pas du déséquilibre dans leurs forces économiques respectives, mais provient plutôt cette inégalité-là provient plutôt de la faculté qui est accordée à l'un des contractants de déterminer unilatéralement le contenu contractuel. Donc, l'inégalité des contractants, elle provient de l'absence de possibilité de négocier. Donc, c'est moins un critère qu'une conséquence du contrat d'adhésion. Évidemment, je ne m'étends pas trop sur la question, là, je me contente de reprendre les termes de la Cour suprême, mais évidemment, le processus d'appel d'offres favorise grandement le donneur d'ouvrage, non seulement parce qu'il peut rédiger à son avantage les termes contractuels, donc choisir les clauses qu'il veut bien y intégrer, mais aussi parce qu'il bénéficie souvent de plus de temps, d'une meilleure connaissance pour rédiger les termes contractuels, alors que l'entrepreneur bénéficie souvent d'un temps assez restreint pour préparer sa soumission. Donc, non seulement le donneur d'ouvrage, il a rédigé les termes contractuels, donc ça lui donne un avantage, mais il a aussi souvent une meilleure connaissance des termes contractuels parce qu'il a pris le temps d'y réfléchir, de les analyser et aussi parce qu'il peut les réutiliser de projet en projet, ce qui fait en sorte que l'entrepreneur, non seulement il ne peut pas participer au processus de négociation du contenu contractuel, mais aussi il demeure davantage un étranger face à ce qui a été placé dans le contrat. Au fil du temps, il y a aussi plusieurs aspects de la liberté de l'entrepreneur qui ont été soulevés pour dire le contrat de construction ne devrait pas être considéré comme un contrat d'adhésion. Dans la jurisprudence, sous le Code civil du Bas-Canada, souvent le fait que l'entrepreneur demeurait libre de soumissionner ou de ne pas soumissionner, c'était déterminant. Donc, on considérait que si l'entrepreneur avait la liberté de ne pas soumissionner, c'est qu'on n'était pas devant un vrai contrat d'adhésion. Donc, les contrats d'adhésion étaient au final seulement ceux que c'était tout à fait impossible d'éviter. Cette position-là a été écartée par la Cour d'appel. Donc, évidemment, le fait que l'entrepreneur soit libre de soumissionner ou pas, ça ne devrait pas être déterminant à partir du moment que les termes contractuels lui sont unilatéralement imposés. Tout comme le fait de fixer le prix du contrat. Tantôt, je vous en ai glissé un mot, mais plusieurs, entre autres, certains auteurs de doctrine vont dire, bien, l'entrepreneur, il est libre de soumissionner ou de ne pas soumissionner. En plus, il est libre de fixer le prix du contrat. On va même parfois jusqu'à dire qu'il a le privilège de fixer le prix du contrat. Donc, ces auteurs vont dire, ben, même si le contenu contractuel est unilatéralement imposé par le donneur
d'ouvrage, on ne devrait pas dire que ce sont des contrats d'adhésion parce que le prix est fixé par l'entrepreneur. L'argumentaire, selon moi, ne tient pas compte de divers aspects de la réalité contractuelle qui empêchent l'entrepreneur d'exiger une contrepartie pour l'ensemble des clauses désavantageuses qu'on veut lui imposer. Il ne faut pas oublier que la liberté de l'entrepreneur de fixer le prix du contrat, évidemment, elle est contrainte par les règles mêmes d'adjudication des contrats de construction au Québec. La règle du plus bas soumissionnaire est toujours applicable. Donc, un entrepreneur qui augmente son prix pour tenir compte de toutes les clauses désavantageuses qu'un contrat peut contenir, bien évidemment, il risque de ne pas obtenir le contrat. Donc, la liberté de fixer le prix du contrat, souvent, elle va s'exercer au risque de ne pas obtenir le contrat. Mais plus encore, il faut voir que l'entrepreneur, il n'est pas toujours nécessairement en mesure de prévoir, donc de chiffrer l'entièreté des risques qui peuvent dériver de clauses contractuelles abusives ou contestables. Pour rappel, dans la décision Janin, la clause qui a été écartée, c'était une clause de non-responsabilité du donneur d'ouvrage en cas d'erreur ou d'omission dans les données transmises à l'entrepreneur. Donc, évidemment, il apparaît exagéré de prétendre qu'un entrepreneur prudent aurait établi son prix en tenant compte du risque que l'ensemble des informations transmises s'avèrent erronées. Donc, la liberté de fixer le prix du contrat doit évidemment être remise dans le contexte du processus d'appel d'offres. Puis j'ajouterais aussi que de contraindre les entrepreneurs à augmenter leur prix pour tenir compte des clauses désavantageuses ou abusives, bien évidemment, ça se fait, ça cause préjudice là, à la saine gestion des fonds publics. On devrait retirer à la source les clauses qui font inutilement gonfler le prix du contrat. On met aussi souvent de l'avant que l'entrepreneur, il peut prendre connaissance des termes contractuels, qu'il peut aussi obtenir des conseils juridiques quant à la portée de celle-ci. Évidemment, la protection contre les clauses abusives, elle ne vise pas à protéger contre le manque de connaissances ou le manque de compréhension de l'adhérent. Donc, ça demeure non pertinent de considérer que l'entrepreneur a pu prendre connaissance des termes contractuels. On ne peut pas prétendre qu'un entrepreneur a consenti à certaines clauses abusives et donc il a perdu la possibilité là, de les contester devant le tribunal par la suite. Et finalement, euh, parfois on dit que le fait que l'entrepreneur soit libre quant aux moyens d'exécuter le contrat, une prérogative qui est prévue dans les dispositions en matière de contrat d'entreprise à l'article 2099, mais même si l'entrepreneur est libre d'exécuter le contrat de la façon qu'il juge appropriée, mais il demeure quand même privé de sa liberté de déterminer les termes, le contenu contractuel. Donc, le contrat est d'adhésion uniquement parce que l'entrepreneur est privé de la liberté d'en déterminer le contenu, même s'il continue de bénéficier évidemment d'autres aspects de la liberté contractuelle. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que les contrats de construction octroyés suivant un processus d'appel d'offres sont des contrats d'adhésion et donc que les tribunaux devraient s'autoriser, devraient se permettre à analyser davantage le caractère raisonnable des termes contractuels. Avant de vous exposer les clauses que je considère potentiellement abusives, peut-être un rappel là, de la définition de la notion de clause abusive qui est prévue par l'article 1437 du Code civil du Québec. Bien, le Code définit la clause abusive comme celle qui désavantage l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi. Donc, une clause abusive, c'est forcément une clause qui est désavantageuse, qui désavantage l'adhérent
l'entrepreneur, puisque c'est une clause dont les désavantages, les inconvénients vont excéder largement les bénéfices que lui rapporte le contrat. Donc, souvent, on va considérer qu'une clause est abusive si elle engendre une disproportion entre les prestations des contractants ou encore un déséquilibre entre les droits et les obligations. Mais ce ne sont pas toutes les clauses désavantageuses qui sont abusives. Il faut que le désavantage soit excessif et déraisonnable. Le terme excessif réfère à un désavantage qui est significatif, qui s'apprécie notamment en tenant compte des particularités du contractant, des inconvénients que la clause va engendrer pour lui. Et le terme déraisonnable réfère plutôt au caractère injustifié de la clause lorsqu'on fait subir des inconvénients à l'adhérent qui sont exagérés par rapport à l'objectif poursuivi par le stipulant. Donc, évidemment, les tribunaux ne devraient pas intervenir dès qu'une clause est désavantageuse, mais vraiment intervenir lorsqu'une clause est particulièrement répréhensible, choquante. Et la référence à la bonne foi, dans la définition, là, à l'article 1437, c'est pas un critère supplémentaire ou un critère distinct là, du critère du désavantage excessif et déraisonnable. C'est plutôt le fondement même de la règle relative aux clauses abusives. Ce qu'on dit, c'est qu'un stipulant, quelqu'un qui impose le contenu contractuel, il peut évidemment chercher à s'avantager, mais il ne doit pas outrepasser les exigences de la bonne foi. Il peut favoriser ses intérêts personnels, mais il doit s'abstenir d'alourdir indûment le fardeau de son co-contractant. Évidemment, pour déterminer si une clause est abusive, il faut vraiment évaluer globalement l'environnement contractuel. On ne peut pas se permettre de se centrer uniquement sur la clause. Une clause peut sembler excessivement désavantageuse, mais elle peut être justifiée lorsqu'une contrepartie, lorsqu'une autre clause du contrat vient assurer un équilibre. Donc, il faut vraiment regarder la clause dans son contexte contractuel global pour déterminer si elle est abusive ou pas. C'est pour ça que dans un instant, là, je vais vous présenter certaines clauses qui peuvent être abusives. Donc, je vais toujours dire, elles peuvent être abusives, elles sont potentiellement abusives parce que, évidemment, on peut pas faire une analyse complètement détachée d'un contexte contractuel. Parfois, certaines clauses qui apparaissent à première vue désavantageuses vont trouver autrement leur justification parce qu'elles sont réciproques ou encore parce qu'une contrepartie est offerte. Et le code aussi, oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, excusez-moi. Oups. Voilà, j'arrivais plus à faire avancer mon PowerPoint. Je voulais vous dire qu'à l'article 1437, le code prévoit aussi un exemple de clause qui est abusive. Donc, la clause qui est si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. Donc, avec cet exemple-là, le législateur nous invite à un exercice de comparaison. Donc, la clause d'un contrat de construction qui s'écarte considérablement du cadre normatif applicable, qui dévie des règles codifiées, qui diffère des règles établies par les tribunaux, bien, elle est susceptible d'être abusive. Donc, une clause qui s'écarte vraiment du cadre normatif, elle est potentiellement abusive. Mais ceci dit, à l'inverse, une clause qui est usuelle et qui est répandue peut néanmoins aussi s'avérer abusive. Il y a une certaine standardisation des contrats de construction, ben ça n'empêche pas le tribunal de pouvoir évaluer le désavantage que les clauses engendrent pour les entrepreneurs. Des fois, la généralisation de certains termes ou de certaines pratiques contractuelles qui sont condamnables, des fois, leur généralisation va avoir pour effet de banaliser ces clauses-là, banaliser leur usage, mais pourtant, elles peuvent quand même demeurer des clauses abusives. Et donc,
Je passe maintenant là, pour vous exposer 5 types de clauses potentiellement abusives. Premier type de clause, c'est évidemment les clauses qui limitent les conséquences d'un défaut contractuel du donneur d'ouvrage. Donc, lorsqu'un donneur d'ouvrage qui élabore les termes contractuels essaie de se soustraire à sa responsabilité, les tribunaux peuvent intervenir au motif que la clause est abusive et ils l'ont fait dans le passé, notamment pour venir écarter, annuler des clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilité. Je reviens encore une fois pour la dernière fois sur la décision Janin. Dans la décision Janin, la clause qui a été jugée abusive, c'était une clause qui prévoyait l'exonération de la responsabilité du donneur d'ouvrage au regard des informations qu'il transmettait aux entrepreneurs soumissionnaires. Donc, une clause qui faisait échec à la réparation du préjudice subi par l'entrepreneur en raison du manquement du donneur d'ouvrage à son obligation de renseignement. Quand on regarde la jurisprudence antérieure à 1999, on voit que pendant des années, les clauses d'exonération de responsabilité portant sur l'exactitude des informations, pendant longtemps, ces clauses-là étaient qualifiées de léonines ou de draconiennes, mais les juges les appliquaient quand même. En 1999, la Cour d'appel, elle a dit, ben, ces clauses-là sont d'une rigueur impitoyable pour l'entrepreneur. Elles sont aussi incompatibles avec l'obligation de renseignement du donneur d'ouvrage. Et donc, euh, ce type de clause d'exonération de responsabilité a été jugé abusive et par la suite, là, d'autres décisions ont suivi le pas et maintenant, on considère que les clauses d'exclusion de responsabilité qui portent sur la qualité des informations transmises, on considère habituellement que ce sont des clauses qui sont abusives. Pour extension, d'autres clauses qui viennent exonérer le donneur d'ouvrage de sa responsabilité, par exemple lorsqu'il tarde à remettre le site des travaux à l'entrepreneur ou encore lorsqu'il tarde à fournir certaines autorisations, ben ces clauses-là pourraient aussi être considérées abusives. Le raisonnement devrait être qu'un donneur d'ouvrage ne devrait pas être autorisé à se réfugier derrière une clause d'exonération de responsabilité pour échapper à sa propre responsabilité lorsqu'il manque à ses obligations contractuelles. De façon similaire, des clauses contractuelles qui dispensaient le donneur d'ouvrage de verser des intérêts sur les sommes dues à l'entrepreneur en cas de retard de paiement. Ces clauses-là ont aussi été jugées abusives. Les tribunaux sont venus dire que ce n'était pas conforme aux exigences de la bonne foi, que par un contrat qui n'est pas négociable, une partie impose à son co-contractant la perte du loyer de l'argent alors qu'elle tard, elle ne paie pas ce qu'elle doit. Donc, lorsqu'il y a un retard du donneur d'ouvrage à payer une somme d'argent due, le donneur d'ouvrage ne devrait pas être autorisé à refuser de verser des intérêts sur les sommes dues. Et j'ajouterais que les clauses qui prévoient des taux d'intérêt très bas sont aussi, selon moi, des clauses abusives. Donc, lorsqu'une clause contractuelle prévoit un taux d'intérêt largement inférieur au taux légal, on peut penser qu'il s'agit d'une clause qui est abusive, qu'elles mettent donc l'entrepreneur dans une position inéquitable. Il y a quelques années, j'avais vu un contrat de construction publique qui prévoyait un taux d'intérêt de 1% seulement en cas de retard à payer une somme d'argent. Ben, dans une industrie où on sait que les retards dans le paiement des sommes dues aux entrepreneurs, c'est un sujet récurrent, c'est un motif de plainte récurrent des entrepreneurs, ben, évidemment, ce genre de clause-là me semble problématique. Et souvent aussi, les clauses qui prévoient des taux d'intérêt très bas, elles sont rédigées de façon à faire croire à une fausse réciprocité. Là, souvent, on va dire ben, tout retard dans le paiement d'une somme d'argent va entraîner le paiement d'intérêt au taux de 1%, 2%, là, des taux très bas.
Bien, on crée une fausse réciprocité, mais il faut pas oublier que dans le contexte d'un contrat de construction, l'obligation de payer une somme d'argent, elle repose principalement sur le donneur d'ouvrage, donc elle ne sera pas appliquée nécessairement de façon réciproque entre les parties. Et aussi, au regard là, de la question des donneurs d'ouvrage qui cherchent à s'exonérer là, des conséquences de leur défaut de payer les sommes dues au moment prévu, ben, j'ajoute que la Cour suprême a confirmé récemment, là, dans l'arrêt Prelco en 2021, a confirmé le caractère abusif dans le contexte d'un contrat d'adhésion de toute clause de non-responsabilité qui porte sur une obligation essentielle du contrat. Donc, la Cour suprême dit ben, une clause qui supprime ou qui limite la responsabilité en cas de manquement à une obligation essentielle a pour effet de dénaturer le contrat parce qu'un co-contractant ne s'est engagé à rien s'il n'est responsable de rien. Donc, je vous en parle parce qu'évidemment, une des obligations essentielles du contrat d'entreprise de construction, c'est le paiement du prix. Donc, le paiement du prix par le client, par le donneur d'ouvrage, c'est une obligation essentielle. C'est aussi la principale prestation attendue du donneur d'ouvrage. Et parmi les autres obligations essentielles du contrat d'entreprise, ben, il y a évidemment la question de l'indépendance ou de la liberté dont bénéficie l'entrepreneur lors de l'exécution des travaux. Donc, une clause qui permettrait aux donneurs d'ouvrage d'entraver l'exécution des travaux sans en être responsable par la suite, bien, je pense que ça devrait aussi être considéré comme une clause abusive, puisqu'elle a pour effet d'écarter la responsabilité au regard d'une obligation essentielle. Un donneur d'ouvrage ne devrait pas chercher à limiter sa responsabilité lorsqu'il commet un défaut contractuel, mais à l'inverse, le stipulant devrait aussi s'abstenir d'exacerber les conséquences d'un défaut contractuel de l'entrepreneur. Je pense particulièrement ici aux clauses pénales, les clauses pénales qui sont des clauses critiquées par les entrepreneurs. Les clauses pénales, elles sont vraiment fréquentes dans les contrats de construction. Souvent, on va prévoir des pénalités en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage réalisé. On peut aussi prévoir des pénalités pour sanctionner la qualité des travaux effectués. Et ces clauses-là, donc, permettent une évaluation anticipée des dommages-intérêts et obligent donc l'entrepreneur à payer une peine dans la mesure où il n'exécute pas entièrement et sans retard correctement ses obligations. Évidemment, les clauses pénales, elles peuvent avoir des visées dissuasives, des visées punitives aussi, mais dans le contexte d'un contrat d'adhésion, comme dans tout contrat, il ne faut pas que les clauses pénales soient abusives, donc complètement exagérées, disproportionnées. Ce qui est intéressant avec les clauses abusives, c'est que les tribunaux peuvent intervenir afin de réduire les clauses abusives, même dans les contrats de gré à gré. Donc, on a vraiment une indication du législateur que que les clauses pénales peuvent être particulièrement propices à des abus. Puis, dans le cadre d'un contrat d'adhésion, bien, les tribunaux peuvent non seulement réduire le montant des clauses pénales, mais peuvent aussi les écarter complètement. Donc, une clause pénale peut être abusive si les pénalités imposées par le donneur d'ouvrage sont complètement excessives, disproportionnées par rapport au préjudice qu'il subit. Mais elles peuvent être aussi abusives si elles sont déraisonnables au regard de l'objectif de dissuasion poursuivi, donc au regard de l'importance qui est attachée au respect de l'obligation en question. Évidemment, au niveau des clauses pénales, il y a aussi souvent des difficultés, des abus liés à leur application. C'est un tout autre sujet. Sur ce point-là, moi, je me contente de vous dire qu'il y a aussi d'autres clauses qui peuvent attribuer des conséquences particulièrement intenses, particulièrement draconiennes à certains défauts de l'entrepreneur.
par exemple, une clause qui accorde un délai très, très court à l'entrepreneur pour corriger, remédier à un manquement et qui permet très rapidement au donneur d'ouvrage de faire appel à la caution, ben ça pourrait être une clause abusive, ou encore les clauses qui vont conférer des droits qui sont démesurés au donneur d'ouvrage en cas de défaut même minime de l'entrepreneur. Donc, certains contrats de construction, par exemple, vont prévoir euh, la faculté, la prérogative du client de s'immiscer dans le contrôle de la qualité des travaux dès qu'il remarque un tout petit problème. Bien, ces clauses-là pourraient potentiellement être abusives. Évidemment, il faut toujours les regarder dans le contexte de l'environnement contractuel global. Je vous ai dit tantôt que les clauses par lesquelles un donneur d'ouvrage cherche à s'exonérer de sa responsabilité, c'est une clause qui est potentiellement abusive. Bien, si le donneur d'ouvrage doit s'abstenir d'exclure sa responsabilité, il doit aussi s'abstenir, éviter de contrecarrer la mise en œuvre des droits de l'entrepreneur. Donc, il ne faut pas que ce soit extrêmement difficile pour l'entrepreneur d'obtenir la réparation du préjudice qu'il peut subir en raison de manquement du donneur d'ouvrage. Puis dans d'autres contextes, en fait, je me suis aperçue que dans d'autres contextes contractuels, des clauses qui défavorisent l'adhérent lors de l'exercice de ses recours, c'est des clauses qui sont fréquemment jugées abusives. Pourtant, dans le contexte de l'exécution, dans le contexte des contrats de construction, il y a certaines clauses qui font clairement obstacle au déploiement effectif des droits de l'entrepreneur et qui pourtant sont acceptées par les tribunaux. Je passe rapidement sur les questions de clause d'élection de domicile là, parce qu'à une certaine époque, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que plusieurs entrepreneurs qualifiaient d'abusives des clauses qui les forçaient à intenter leur recours dans le district judiciaire de Montréal, peu importe le lieu d'exécution des travaux. Désormais, les clauses d'élection de domicile, lorsqu'elles sont incluses dans des contrats d'adhésion, elles sont sans effet. Désormais, c'est prévu par le Code de procédure civile, donc c'est plus nécessaire de se demander si elles sont abusives. Les clauses d'arbitrage, ben, on sait qu'elles ne sont pas automatiquement abusives ou déraisonnables parce qu'elles se retrouvent dans des contrats d'adhésion ou dans des contrats de consommation. Mais évidemment, les tribunaux devraient se montrer prudents parce que les clauses d'arbitrage, dans certains cas, elles peuvent entraîner un lourd fardeau pour l'entrepreneur puis être particulièrement dissuasif, particulièrement lorsque l'entrepreneur doit assumer une part importante des frais, des coûts d'arbitrage ou encore lorsqu'on cherche à lui imposer des règles de procédure ou de preuves qui divergent des règles habituelles. Et un petit mot aussi sur les clauses de règlement des différends. Évidemment, on encourage beaucoup le règlement privé des différends. Plusieurs contrats de construction vont contenir ce qu'on appelle des clauses escalatoires de règlement des différends. Donc, on prévoit plusieurs étapes qui doivent être respectées avant que l'entrepreneur puisse se prévaloir d'un recours judiciaire, puisse intenter des procédures judiciaires. Bien, encore une fois, je pense qu'il y a des clauses de règlement des différends qui multiplient les étapes préalables puis qui ont un effet dilatoire. Bien, peut-être que ça désavantage l'entrepreneur de façon excessive et déraisonnable. Comme les clauses qui imposent à l'entrepreneur de renoncer à l'hypothèque légale de la construction, ce sont des clauses qui sont assez fréquentes mais qui sont reconnues valides là, par les tribunaux. J'ai jamais vu de décision où on considérait abusive une clause qui imposait à l'entrepreneur de renoncer à l'hypothèque légale de la construction. Pourtant, c'est des clauses qui désavantagent l'entrepreneur et qui s'écartent aussi des règles codifiées et même qui viennent contrecarrer la volonté du législateur puisqu'on vient priver l'entrepreneur d'une mesure de protection qui lui confère un avantage exceptionnel. Donc, je pense qu'on devrait se pencher un peu plus sur le caractère
abusif des clauses qui imposent à l'entrepreneur de renoncer à l'hypothèque légale de la construction, surtout en l'absence de contrepartie offerte à l'entrepreneur. Parfois, on lui impose de renoncer à l'hypothèque légale de la construction, mais on protège autrement ses créances, par exemple par un cautionnement. Dans un tel cas, je pense pas que ce serait abusif, mais parfois, euh, lorsqu'on cherche tout simplement à entraver l'exercice de recours par l'entrepreneur pour protéger le donneur d'ouvrage, ben, peut-être que ce sont des clauses qui sont abusives. Évidemment, il y a des clauses aussi qui devraient être questionnées lorsqu'elles privent l'entrepreneur de certains moyens de défense. Par exemple, on empêche l'entrepreneur de plaider la force majeure ou encore lorsqu'on prévoit des obligations de garantie. Et finalement, parmi les clauses qui peuvent entraver l'exercice de recours par l'entrepreneur, il y a évidemment les procédures contractuelles de réclamation. Si vous êtes familier avec les contrats de construction, vous savez que la plupart des contrats de construction vont prévoir une procédure contractuelle de réclamation qui impose à l'entrepreneur souvent de transmettre un avis dès qu'il rencontre des conditions d'exécution différentes ou dès qu'il exécute des travaux qui, selon lui, sont hors contrat. Donc, la transmission très rapide dans un délai de 5 ou 10 jours d'un premier avis. Et souvent, les procédures contractuelles de réclamation vont aussi imposer à l'entrepreneur de transmettre plus tard un avis d'intention de réclamer, voire une réclamation détaillée dans un certain délai. Évidemment, selon moi, il y a plusieurs difficultés avec les procédures contractuelles de réclamation. Je pense que le raisonnement juridique appliqué par les tribunaux est pas tout à fait exact. Là. Je travaille présentement sur un autre projet qui se centre davantage sur l'application par les tribunaux des procédures contractuelles de réclamation. Mais je veux juste souligner ici que parfois, lorsqu'elle multiplie les étapes pour l'entrepreneur, les exigences qui pèsent sur lui, ben il me semble que ces clauses-là peuvent parfois être abusives et surtout dans la mesure où elles ont aussi pour effet de permettre au donneur d'ouvrage parfois d'échapper à sa responsabilité. Il y aurait évidemment là, beaucoup plus à dire sur les procédures contractuelles de réclamation, mais je pense que ça pourrait justifier là, une autre formation d'une heure juste sur cette question-là. Euh, je continue très rapidement. Là, je vois qu'il me reste quelques minutes seulement pour avant la fin de l'heure parce que je veux absolument avoir du temps pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions. Mais pour continuer sur un autre type de clause potentiellement abusive, bien évidemment, si le donneur d'ouvrage qui a bénéficié du pouvoir d'imposer unilatéralement les termes contractuels veut conserver son pouvoir de contrôle pendant l'exécution du contrat, bien, de telles clauses qui permettent de résilier ou modifier le contrat à sa guise peuvent s'avérer abusives. Dans le contexte d'un contrat d'entreprise, on le sait, le donneur d'ouvrage, il peut résilier le contrat à sa guise. Là, il bénéficie d'une faculté de résiliation unilatérale qui est prévue par l'article 21-25. Donc, ce serait surprenant qu'une clause de résiliation unilatérale par le client soit considérée abusive par les tribunaux. Mais une clause qui viendrait réduire indûment les sommes payables à l'entrepreneur en cas de résiliation unilatérale par le client, mais ça pourrait être une clause potentiellement abusive. Les clauses de modification unilatérale, ce sont des clauses qui, dans le contexte de contrat de construction, contrat d'adhésion, mais plus particulièrement de contrat de construction, ont été déclarées abusives. Donc, habituellement, et tout dépend de l'ampleur du pouvoir de modification qui a été, que s'est accordé le donneur d'ouvrage. Quand le donneur d'ouvrage s'accorde le droit de modifier l'ampleur des travaux d'environ 15%, c'est pas nécessairement problématique, les tribunaux n'interviennent pas, mais lorsque l'ampleur de la faculté de modification lui permet de débalancer, déséquilibrer complètement le contrat, ben, les tribunaux vont considérer que la clause de modification est abusive, surtout lorsqu'elle n'est pas encadrée par des balises précises dans le contrat.
Et aussi, évidemment, si la clause de modification permet au donneur d'ouvrage de modifier des conditions essentielles, entre autres le prix du contrat, bien évidemment, la clause est susceptible d'être abusive. Bon, tout comme les clauses qui accordent un pouvoir prépondérant euh, au donneur d'ouvrage lorsqu'il interprète ou applique les termes contractuels. Et dernière catégorie de clauses potentiellement abusives, ben, c'est les clauses qui vont augmenter les obligations de l'entrepreneur, augmenter les risques à la charge de l'entrepreneur, donc qui vont engendrer une disproportion ou un déséquilibre. Et là, ça nous amène directement justement aux clauses de transfert des risques qui sont considérées abusives par les entrepreneurs. Euh, Malheureusement, les clauses portant sur le transfert de certains risques, surtout au niveau des risques imprévisibles, je pense qu'elles sont peu susceptibles d'être considérées abusives par les tribunaux. Pourquoi? Ben, on l'a vu, là, les tribunaux se montrent réticents à cautionner le transfert de risques à l'adhérent lorsque euh, le risque relève de responsabilité même du donneur d'ouvrage. Donc, évidemment, je ne pense pas qu'un donneur d'ouvrage peut transférer à l'entrepreneur les risques qui découlent de ses propres manquements contractuels. Mais pour ce qui est des risques imprévisibles, dans l'état actuel du droit, même si l'entrepreneur n'est pas en mesure de les prévoir, de les contrôler, les risques imprévisibles, les risques d'imprévision, la jurisprudence est constante, elle les fait assumer par l'entrepreneur. Pour ce faire, les tribunaux vont s'appuyer sur les règles en matière de contrat forfaitaire, donc l'article 2109 du Code civil. Les tribunaux vont aussi s'appuyer sur le rejet de la théorie de l'imprévision par le législateur lors de la réforme du Code civil. Donc, les tribunaux répètent fréquemment que les risques d'imprévision doivent être assumés par les entrepreneurs. Ils vont souligner la rigueur de la règle d'allocation des risques. Ils vont dire que le donneur d'ouvrage est nettement favorisé par les règles applicables, mais ils vont refuser d'intervenir, sauf lorsque le donneur d'ouvrage est responsable, donc a transmis de l'information erronée. Donc, lorsqu'un risque qui aurait pu être prévisible est non prévu là, en raison des informations inadéquates qui sont transmises, mais pour les autres risques qui sont réellement imprévisibles, le fardeau pèse toujours sur l'entrepreneur. Donc, en une minute, en conclusion, on l'a vu, la protection contre les clauses abusives, elle est limitée, limitée en droit québécois parce que elle existe seulement en matière de contrat d'adhésion. Limitée aussi parce qu'elle n'offre aucun rempart contre les éléments qui ont été volontairement omis, voire abusivement omis par le rédacteur du contrat. Donc, elle permet d'intervenir contre les clauses abusives, mais pas contre les omissions, les silences qui pourraient être abusifs. Et aussi, c'est une protection limitée dans le contexte actuel parce que les tribunaux continuent de donner effet à des clauses qu'ils jugent désavantageuses. Même, ils vont parfois les qualifier de draconiennes, de léonines, mais ils vont quand même leur donner effet. Donc, une protection qui est limitée et une protection aussi qui ne répond pas aux préoccupations des entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs ne disposent pas de recours juridiques pour faire annuler ou pour faire modifier les clauses qu'eux jugent déraisonnables et qu'ils n'ont pas pu négocier directement, là, principalement les clauses portant sur la répartition des risques. Évidemment, les entrepreneurs peuvent protester contre les termes qu'ils jugent abusifs. Ils peuvent protester en ne soumissionnant pas ou encore ils peuvent protester en tentant de formuler des commentaires aux donneurs d'ouvrage en marge du processus d'appel d'offres. Mais au final, les donneurs d'ouvrage demeurent libres d'aménager le contenu contractuel à leur seule discrétion. Et de façon plus générale, je m'aperçois que évidemment, le caractère abusif des clauses contractuelles imposées à l'entrepreneur, le caractère abusif va toujours être déterminé
au regard des règles du régime juridique applicable. Et je pense que ce ne sera pas suffisant d'élargir l'interprétation et l'application de l'article 1437, donc de la notion de clause abusive, mais que inévitablement, il faudrait réformer le régime juridique applicable au contrat de construction. Il y a plusieurs avenues qui peuvent être envisagées. On pourrait envisager l'admission de la théorie de l'imprévision dans le contexte spécifique des contrats de construction d'une certaine ampleur. On pourrait penser aussi à un renversement des règles d'allocation des risques qui sont répétées par les tribunaux. On pourrait aussi penser à réduire la prévalence des contrats à forfait. Donc, il y a clairement une réforme possible du régime juridique du contrat de construction qui nous amènerait à transformer, revoir la conception même qu'on a du contrat de construction dans l'objectif, évidemment, d'en faire un contrat qui est plus juste, plus attrayant et qui va être vraiment gagnant-gagnant, donc à l'avantage tant des entrepreneurs que des donneurs d'ouvrage. Mais pour l'instant, évidemment, le projet de recherche, à tout le moins, peut, je l'espère, faciliter l'identification des clauses abusives, donc donner des arguments aux avocats en litige, mais aussi fournir des arguments aux entrepreneurs qui tentent de fournir ou d'influencer le contenu contractuel. Peut-être qu'il peut aussi aider les rédacteurs de contrats. Donc, si une jurisprudence plus cohérente, plus consistante se développait en matière de clauses abusives des contrats de construction, mais c'est sûr que ce serait à l'avantage par la suite des rédacteurs de contrats qui bénéficieraient de lignes directrices. Donc, je m'arrête ici et j'espère que vous aurez des questions ou envie de poursuivre la discussion sur la question des clauses abusives.